Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de l'emploi, chaque mardi de 12h30 à 13h, vous en avez l'habitude, nous abordons l'emploi au cœur d'une entreprise. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Christine Lanoé, directrice des ressources humaines du groupe Orange France, le premier opérateur de télécommunications français. Christine Lanoé, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, votre parcours, rapidement, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d'une maîtrise de droit privé et d'un DESS de ressources humaines à l'université Paris-Dauphine. Et avant d'intégrer le groupe Orange, le 18 mai 2011, à la tête donc des ressources humaines de Orange France, vous avez œuvré au sein de plusieurs entreprises aux différents métiers, différents secteurs, notamment chez Air France, la compagnie aérienne, mais également dans le groupe de luxe PPR, où vous avez occupé notamment le poste de DRH de la Fnac, le groupe de distribution de produits culturel. Alors ma première question finalement c'est le métier de DRH, on peut l'exercer partout, il n'y a pas besoin d'appétence pour l'activité, les produits de l'entreprise qui vous emploie? Alors il y a deux questions, est-ce qu'on peut l'exercer partout, est-ce qu'il faut avoir de l'appétence? Moi je crois qu'effectivement il faut aimer les produits que l'entreprise fabrique, qu'elle met à disposition de ses clients. En tout cas, il faut s'y intéresser. Ça me paraît clair. Après, est-ce que finalement, il faut se spécialiser? Moi, je ne le crois pas. En tout cas, ça n'est pas ce que reflète mon expérience, puisqu'effectivement, on peut faire son métier de DRH dans une entreprise de service, et il y en a de multiples. On peut faire aussi son métier dans des entreprises plus industrielles. Finalement, le fondement de tout ça, c'est bien accompagner les équipes managériales, les équipes de direction et puis les salariés dans les transformations que vivent les entreprises. Donc finalement, quel que soit le secteur, je crois qu'on peut le faire. Alors, quand vous recevez des candidats, des potentiels employés d'Orange, néanmoins, j'imagine que vous testez leur motivation et l'appétence pour l'activité d'Orange. Du coup, le DRH doit-il lui-même effectivement croire en ce qu'il propose? Oui, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'effectivement, quand on choisit une entreprise, on la choisit pour ce qu'elle incarne, de produits, d'histoire, de valeurs. Et quelque part, si on n'aime pas l'entreprise qu'on rejoint, je pense que on ne fait pas son métier de la même manière. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qu'un DRH teste lorsqu'il reçoit des candidats. Pour entrer dans une entreprise. Du coup, votre carrière, où vous êtes passé par plusieurs sociétés, finalement, c'est à l'image aujourd'hui des parcours de presque finalement tous les métiers, de changer même parfois de secteur. Mais quand on est DRH, j'imagine qu'on cherche à fidéliser ses employés. Comment faites-vous chez Orange pour garder vos salariés ? Alors, je crois qu'effectivement, on garde ces salariés, en tout cas on cherche à fidéliser les salariés qu'on recrute parce que c'est quand même aujourd'hui plus que jamais le capital majeur des entreprises que d'avoir effectivement des salariés qui se plaisent dans l'entreprise, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'accompagner, qui ont envie de créer et de contribuer au développement de l'entreprise. Donc, comment on fait? On fait en sorte effectivement d'abord de choisir les salariés qui vont nous rejoindre et de s'assurer que leurs valeurs, leur parcours, leurs envies finalement ressemblent à ce qu'est l'entreprise d'aujourd'hui et puis à ce que sera l'entreprise de demain, parce qu'il faut penser effectivement à demain quand on recrute des collaborateurs. Et puis ensuite, on les fidélise en leur offrant des opportunités dans lesquelles ils vont se réaliser, jour après jour. Et c'est une des grandes chances d'Orange que de pouvoir projeter l'ensemble de ses collaborateurs finalement dans une histoire qui est maintenant ancrée dans le territoire, relier les hommes, assurer la communication entre les hommes, alors avec les moyens d'hier, puis avec les moyens de demain, on en parlera, les réseaux du futur, le haut débit, et donc avec des opportunités de missions, de postes, de projets professionnels extrêmement variés dans lesquels finalement on se réalise et qui sont, je dirais, le premier élément de fidélisation. Alors, on connaît les revendications de la génération Y, par exemple, qui effectivement a besoin de se projeter, effectivement de donner du sens à son activité et puis d'avoir une vision un peu sur son évolution. Est-ce que vous abordez ces profils d'une manière spécifique chez Orange? Vous avez des programmes dédiés peut-être aux jeunes qui ont de l'ambition et qui ont ces aspirations de la génération Y? Alors,
Moi, je suis assez réservée sur justement voilà, ces clivages entre génération Y, génération X. Oui, ils ont des caractéristiques forcément liées au monde dans lequel ils vivent et avec ce avec quoi ils sont nés, ce avec quoi ils ont vécu. Après, je crois qu'on est tous en recherche effectivement de sens. Donc ça, c'est la première chose. Donc on essaie effectivement de leur donner du sens, comme à l'ensemble des salariés d'ailleurs. Et puis après, c'est très individuel finalement, parce que ce qui est très important, c'est qu'il y ait un lien permanent entre les managers, les salariés, dans lequel les RH ont leur place aussi, pour savoir si les choses se passent bien, pour identifier peut-être pour l'un et pas pour l'autre des opportunités de bouger soit dans une même filière, soit de changer de métier. Donc il y a vraiment, je crois, aujourd'hui un point d'attention particulier à être non pas sur des schémas collectifs, mais à s'assurer que chacun finalement va pouvoir trouver sa voie dans une entreprise. Et il n'y a pas un parcours type en fait. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans du quasiment sur mesure. Alors néanmoins, vous essayez quand même de structurer un peu cette démarche. Je pense notamment à l'Orange Graduate Programme destiné aux étudiants des grandes écoles pour effectivement leur tracer quand même un parcours évolutif au sein de la société. Est-ce que justement ces programmes-là sont là pour fidéliser des salariés sur le long terme et en général plutôt des hauts potentiels? C'est ça l'idée? Alors oui, bien sûr, ils sont là pour fidéliser, mais ils ne sont pas là pour normer un parcours. Alors c'est vrai qu'ils sont là pour marquer une ambition qu'on a pour ces jeunes qui vont faire, on l'espère, un long chemin dans l'entreprise et qui vont nous accompagner dans la voie du développement. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous paraissent importants et sur lesquels on a retravaillé récemment, qui sont l'ancrage dans le lien avec le client, dans le lien avec l'opérationnel. Donc c'est vrai que sur nos nouveaux programmes Orange Graduate, on insiste vraiment auprès des jeunes et on insiste pour aller à la rencontre de jeunes qui ont envie de comprendre l'entreprise via le client. Ça nous paraît extrêmement important pour une entreprise qui est quand même tournée sur le leadership de l'expérience client. Donc voilà, donc on pose un certain nombre de marqueurs sur le fait que voilà, c'est bien d'avoir des jeunes qui vont passer du temps sur des boutiques par exemple, qui vont apprendre le métier et puis qui après auront toutes les opportunités possibles vers le marketing, vers la R&D, vers la finance, etc. Alors justement, donc dans ce programme-là que vous avez nouvellement remodelé, c'est-à-dire que si je comprends bien vos propos, on commence par, alors quoi, une année sur le terrain Oui. On commence sur le terrain, voilà, on commence à faire ses armes sur le terrain, à comprendre finalement que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on accompagne, tout ce qu'on développe, ça se retrouve à un moment ou à un autre entre les mains d'un vendeur ou d'un site web et puis d'un client qui va faire cette expérience de la relation avec l'entreprise. Et ça nous paraît fondamental aujourd'hui. Donc ça, c'est un marqueur. Et puis après, encore une fois, tout est ouvert. Mais c'est vrai que ça fait partie des éléments forts. Et puis dans Orange Graduate Programme, il y a bien d'autres choses puisque, effectivement, on permet à ces jeunes embauchés d'aller à la rencontre des principaux métiers de l'entreprise, de travailler entre eux, de rencontrer les comités exécutifs. Enfin voilà, il y a tout un accompagnement qui leur permet aussi de découvrir l'étendue des métiers, des enjeux, des challenges qu'on met finalement en visibilité et puis qu'on va leur demander de relever avec nous. Alors, il y a probablement des étudiants de grandes écoles qui nous écoutent. Du coup, il y a une session de recrutement prévue bientôt pour ces programmes Graduate. Est-ce qu'il y a des dates qu'il ne faut pas louper? Oui, il y a des. Alors là, on a terminé pour cette année 2013, mais chaque année, effectivement, il y a une session. D'abord, il y a beaucoup d'informations qui est faite auprès de ces jeunes. Alors, il y a différents événements qui nous permettent, mais on est présent sur les campus, on est présent au travers d'un certain nombre d'événements, comme le Orange Rugby Campus, qui fait aussi se rencontrer l'entreprise Orange et des étudiants de grandes écoles au travers d'un sport qui nous tient à cœur parce qu'il représente aussi les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'était il y a une dizaine de jours. Et puis, effectivement, pour les étudiants des grandes écoles qui sont intéressés, je les invite à aller sur le site Orange Job puisque, effectivement, on est tout digital et ils trouveront là l'ensemble des éléments d'information, de dates qui leur permettront de rentrer en relation avec Orange. Alors, plus largement sur le recrutement, est-ce que effectivement vous avez un objectif chiffré de recrutement? Par exemple, en 2014, vous pensez qu'Orange va recruter combien de personnes? Alors, Orange est d'abord une entreprise qui recrute, je crois il faut le rappeler. On a recruté sur les 3 dernières années, 2010, 2011, 2012, 10 000 personnes.
donc 10 000 collaborateurs qui sont venus. Combien de collaborateurs en tout, rappelez-nous, Orange? Alors, Orange dans le monde, c'est 170 000 personnes. Orange en France, c'est un peu moins de 100 000 personnes. Donc 10 000 personnes, 10 000 nouveaux collaborateurs en 2010, 2011, 2012. Et puis on a un programme de recrutement sur les 3 années qui viennent de plus de 4 000 collaborateurs. Donc ça veut dire que sur cette année 2013, on aura recruté 1200 personnes sur la France. Et puis on s'apprête à recruter à nouveau 1200 collaborateurs en 2014. Donc voilà, c'est une activité qui ne faiblit pas. Alors comment faites-vous? Parce qu'effectivement, avec l'arrivée, on a suffisamment parlé du 4e opérateur, Free, effectivement, il y a eu un impact négatif sur les marges des autres opérateurs, dont Orange. Finalement, c'est quoi? C'est la 4G qui vous sauve, là, c'est ça? C'est ce qui permet de continuer à faire de la croissance et donc à embaucher des gens? Alors, ce qui nous sauve, en tout cas ce qui fait notre avenir, ce sont effectivement les réseaux du futur et avec les réseaux, les usages. Donc, j'allais dire, en dépit de cette concurrence extrêmement active qu'on a vécue en 2012 et qu'on continue à vivre, Orange choisit d'investir dans les réseaux pour maintenir justement sa position de leader de l'expérience client et des usages. Donc, c'est la fibre. Sur le fixe, donc c'est la 4G, et tout ça effectivement dans un monde qui se digitalise nécessite aussi qu'on ait des nouvelles compétences. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, justement les métiers évoluent également. Alors aujourd'hui, c'est sur quel métier que vous recrutez Alors, nous, on recrute essentiellement dans les métiers qui sont des métiers de front, les métiers opérationnels, en tout cas là, majoritairement. Ouais. Donc, on recrute beaucoup sur les métiers qui sont face aux clients, dans les boutiques notamment, mais aussi dans les métiers qui sont face aux clients sur le web, parce que la relation client, elle se digitalise énormément, même si on a aussi la chance d'avoir un réseau de plus de 1000 boutiques. Et puis, l'autre partie importante pour nous, ce sont justement ces réseaux. Ces réseaux qu'il s'agit de concevoir. Donc voilà, on a là tous les métiers de l'ingénierie, les métiers de l'architecture des réseaux, ces réseaux qu'il s'agit d'exploiter avec des plateformes de services de plus en plus complexes pour apporter les usages, la télé, le jeu, voilà, avec des décodeurs, des livebox de plus en plus perfectionnés. Et puis des métiers aussi des réseaux physiques quand il s'agit aussi d'aller chez le client, voilà, lui expliquer, lui réparer aussi ses équipements, lui installer de nouveaux équipements. Donc voilà, c'est sur tous ces métiers-là qu'on focalise nos recrutements parce que effectivement c'est là que la croissance se joue. Alors vous avez beaucoup parlé de métiers front office, plutôt de métiers de commerçants, de relations clientèle. Il se trouve que je présente aussi une émission sur les décideurs de la relation client et j'ai consacré une émission il n'y a pas longtemps sur le concept de symétrie des attentions. Est-ce que vous connaissez déjà ce concept? Et si oui, est-ce une chose que vous pratiquez chez Orange? Est-ce une conviction chez vous? Vis-à-vis de nos salariés, vous voulez dire? Alors là, le concept de symétrie des attentions, c'est effectivement se dire que si l'on prend soin de ses employés, eh bien, il va y avoir une répercussion sur le client. Je crois que, alors c'est effectivement un concept qu'on entend, je crois plus globalement ce dont on est persuadé chez Orange. Vous savez, le livre de Vinit Nayar, oui. Voilà, de président de HCL Technologies, Employees First, Customers Second. Absolument. Donc effectivement, on revient sur ce sujet-là. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de croissance durable sans qu'effectivement on ait une attention extrêmement forte, bien sûr à nos clients, bien sûr à la performance de l'entreprise, mais tout ça passe par les salariés. On en est d'autant plus convaincu chez Orange que même si voilà, on se projette dans l'avenir, on n'est pas si loin que ça, voilà, d'une période qu'on a vécue assez difficile, voilà, qu'on a appelée la crise sociale, donc il n'y a pas de tabou là-dessus. Et donc l'idée que ce triangle magique de la performance de l'entreprise, de la satisfaction des salariés et de la satisfaction des clients soit intimement liés, j'allais dire c'est une évidence. Donc voilà, symétrie des attentions, en tout cas oui, des salariés qui sont bien, qui ont à leur disposition des outils, des process, qui sont armés, je dirais, pour faire bien leur métier.
eh bien évidemment, il renvoie cette attention au client. Alors effectivement, hein, vous rappeliez effectivement ce phénomène à l'époque c'était France Télécom, hein, de vagues de suicides entre 2008 et 2009. Je crois que les syndicats à l'époque avaient compté une trentaine de suicides. Depuis d'ailleurs justement, Orange, France Télécom maintenant n'existe plus, hein, c'est devenu Orange. Est-ce que quelque part aussi c'est pour effacer cet épisode, on est maintenant, on exerce une autre politique, une politique différente avec Orange, c'est exit France Télécom et... Alors, je crois que c'est un peu simplifier les choses que de dire ça parce qu'on n'efface pas son histoire, on vit avec son histoire, on en tire effectivement un certain nombre d'enseignements pour l'avenir. Je crois que la transformation de France Télécom en Orange, c'est pas exit France Télécom, bien au contraire, hein, c'est s'appuyer sur nos racines, sur ce qui fait notre force, le service au public, le fait qu'on ait effectivement amené dans toute la France le téléphone à l'époque et qu'on continue à le faire au travers, alors plus du téléphone fixe mais du mobile, du haut débit, pour effectivement s'appuyer sur une marque qui s'appelle Orange, qui est une marque forte, qui est effectivement une marque qui parle aux consommateurs et puis qui parle aussi aux salariés, mais loin de nous l'idée d'effacer, enfin je pense que voilà, ceux qui ont fait l'histoire d'Orange et qui sont pour beaucoup des gens qui sont marqués dans leur cœur France Télécom, eh bien ils sont là et pas question d'effacer quoi que ce soit. C'est plus une projection dans l'avenir, je dirais, que la volonté de passer à autre chose, très clairement. Alors, j'ai une question d'une internaute. Vous savez, les internautes peuvent interagir. Chanepol, qui pose une question sur le contrat de génération. Le contrat de génération est-il vraiment viable? Alors, visiblement, peut-être que Chanepol suit un peu l'actualité, hein. Vous avez signé récemment, le 27 septembre, un contrat de génération. Je crois que la loi vous imposait le 30 septembre comme deadline, si je puis dire. Donc ça y est, c'est chose faite. Et vous avez réuni d'ailleurs beaucoup de syndicats sur la table. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué à mettre en place? Alors bon, c'est vrai qu'on avait un timing assez serré, mais je dirais que l'idée effectivement qui sous-tend le contrat de génération, c'est-à-dire la question pour les entreprises de l'intégration des jeunes dans le monde du travail, la question aussi des salariés en fin de carrière et des conditions dans lesquelles ils poursuivent leur activité, et puis la transmission des savoirs entre finalement ces jeunes qui arrivent et puis ces plus anciens qui ont fait l'entreprise. Finalement, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Et pour ce qui concerne Orange, alors oui, on est très content d'avoir signé cet accord avec des organisations syndicales qui représentent plus de 60% de représentativité. Donc c'est toujours évidemment un signe extrêmement fort à l'intérieur de l'entreprise. Je dois dire que ces sujets d'accueil de jeunes, de travail autour des seniors, comme on dit, ce sont des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations. Vous savez, on va avoir beaucoup de salariés qui vont partir en retraite d'ici 2020. Hein. On parle souvent de 30 000 départs en retraite d'ici 2020. Donc, la pyramide des âges chez Orange, elle est plutôt effectivement... Exactement. Donc ce sujet de comment on accompagne effectivement les seniors dans cette... D'abord, comment on les maintient dans l'emploi, puisque voilà, cet accord a vocation à rappeler qu'on maintient tous les salariés dans leur emploi. La question de leur accompagnement, puisqu'on a, nous, négocié par ailleurs un accord qui permet aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d'un aménagement de leur temps de travail sur les 3-4 dernières années de leur carrière. Donc tout ça, c'était déjà, je dirais, au cœur de nos politiques RH. Les jeunes aussi, puisque au-delà des recrutements et des chiffres que j'ai cités... Qu'est-ce que cela change? Cela change peut-être des objectifs chiffrés, c'est ça? Alors, on a rappelé effectivement un certain nombre de choses. Donc, on a rappelé notamment que Orange, c'était le choix d'avoir 5000 alternants en permanence dans l'entreprise, avec du coup un objectif qu'on se fixe, bien sûr, de recruter dans nos équipes une partie de ces alternants. Donc on a été un peu plus loin que ce qu'on faisait précédemment, donc en s'engageant à recruter 1500 jeunes parmi ces alternants qui viennent se former aussi chez Orange et qui iront pour certains dans d'autres entreprises. On a rappelé aussi et réaffirmé un certain nombre de choses sur la transmission des savoirs, les parcours d'intégration pour ceux qui nous rejoignent, comment on capitalise sur l'expérience de ceux qui vont partir, comment on traduit ça de manière
simple mais réel, parce que finalement, quand quelqu'un s'en va, il emporte avec lui aussi tout son capital acquis pendant toutes ces années. Donc ça, on l'a rappelé. Est-ce que là, justement, est-ce que moi, concrètement, je me demande toujours, sur ce contrat de génération, dire effectivement, les seniors vont transmettre leur savoir, mais bon, tout ça, il faut que ça se mette en place au niveau RH. Donc déjà, est-ce qu'il y a un audit qui identifie effectivement quelles sont les compétences qui peuvent être transmises et ensuite, est-ce qu'il y a des procédures qui font que, des temps qui sont aménagés pour des rencontres effectivement entre un tuteur et un jeune pour qu'il y ait une réelle transmission? Absolument. Voilà. Donc sur le sujet de la transmission des savoirs, c'est vrai qu'il faut passer du concept à la pratique. Et donc il y a plusieurs aspects, je dirais, dans la transmission des savoirs. Il y a le fait que quand quelqu'un part en retraite, je pense que quel que soit son métier, il est important qu'à un moment donné, il puisse livrer à l'entreprise finalement ce qu'il a acquis. Alors ça peut prendre différentes formes et puis ça peut prendre une acuité particulière parce que soit effectivement son métier est un métier que d'autres font et sur lesquels on a vraiment capitalisé, on a des procédures, on a des écrits, etc. Et donc quelque part on a déjà anticipé et ça n'empêche pas qu'il y ait un temps de partage entre lui, son manager et son équipe pour qu'il puisse léguer à son équipe finalement des choses qui ne sont pas forcément écrites. Mais donc ça c'est un cas de figure. Et puis il y a des expertises extrêmement pointues et nous on a notamment dans le domaine technique des gens qui ont des compétences, des expertises très pointues sur le réseau cuivre par exemple. On parle beaucoup de la fibre, mais enfin aujourd'hui le réseau c'est le cuivre. Et donc là effectivement il faut anticiper, c'est ça le maître mot. Il faut plusieurs mois avant effectivement définir, et ça se fait aussi localement parce que ça ne sert à rien de monter j'allais dire des systèmes trop complexes, mais pour effectivement faire en sorte que à la taille de l'équipe, en fonction effectivement de ceux qui vont reprendre le flambeau, eh bien on ait des temps, des journées ou des demi-journées qui soient calées et qui permettent effectivement cette logique de formation un peu apprenante, c'est-à-dire qu'on est au sein de son équipe et puis on assure petit à petit, comme ça se faisait dans les métiers de l'artisanat, et comme ça se fait encore d'ailleurs, effectivement la transmission de la compétence. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus, avec ce contrat de génération, on n'est plus sur une formation qui serait délivrée par une société externe, une prestation externe, mais on insiste vraiment sur le fait que le manager dans son équipe doit également transmettre son savoir. C'est ça l'idée ou pas? Je crois qu'il y a deux formes de formation. Il ne faut pas exclure l'une et l'autre, mais c'est vrai qu'il y a effectivement des formations métiers, je dirais, dans lesquelles c'est... Alors nous, on a plutôt des écoles. Métiers, on fait peu appel à l'externe. On a nos propres écoles par métier qui forment les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, aux technologies, aux nouvelles technologies. Et puis, je crois qu'il y a quand même un vrai savoir-faire autour justement de logiques d'organisation d'équipe qui permettent la diffusion des savoirs. C'est-à-dire qu'apprendre, c'est pas à certains moments et puis à d'autres, c'est tout le temps finalement. Donc il faut trouver dans les modalités d'organisation des équipes la façon effectivement de partager le savoir et de s'enrichir en dehors des salles de cours, si je puis dire. Très bien. Alors, il y a un domaine au niveau organisationnel, RH, où Orange se distingue, c'est la place des femmes. Vous avez été récemment, là vous avez obtenu la première place du palmarès du ministère du droit des femmes sur la féminisation des instances de direction. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui vous a remis ce prix. Finalement, effectivement, ça vient récompenser quel résultat et quelle politique? Alors, on a été identifié comme premier parmi les entreprises du SBF 120. Et c'est à ce titre, effectivement, qu'on a reçu de la part du ministre des Droits de la Femme une reconnaissance. C'est vrai que ça vient marquer des réalisations et puis une ambition de politique d'entreprise, puisque Stéphane Richard, il y a 3 ans, dans le cadre du plan Conquête 2015, a défini que dans le sujet des hommes et des femmes de l'entreprise, il souhaitait que le sujet de la place des femmes dans l'entreprise soit abordé, avec quelque part quand même une ambition qui a été marquée dès le départ, qui était de dire il y a 36% de femmes dans l'entreprise, eh bien il faut qu'il y ait 36% de femmes dans les instances dirigeantes de l'entreprise. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça... Alors, je crois qu'aujourd'hui au conseil d'administration c'est 33%, vous êtes 33%, c'est ça? Exactement, au conseil d'administration. Objectif presque atteint. Objectif presque atteint au conseil d'administration. Et puis, si on prend Orange France, on est à 30% dans les comités de direction. Donc on a encore du chemin à faire, parce que là aussi, il y a tout un travail. Et c'est vrai que cette valorisation vient récompenser un travail qui passe par des choses très concrètes, là aussi, qui sont
une objectivation collective de ce que, par exemple, quand on fait des recrutements internes, eh bien, il faut que dans les shortlists, il y ait des femmes. Alors, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça d'initier la démarche. Donc, je crois qu'on y est. Ça passe aussi par des choses très concrètes qui est de s'assurer dans les politiques de recrutement qu'on fait. Et notamment, alors, je parlais des métiers techniques, de prendre des femmes. Voilà. Alors, très bien. Alors justement, très concrètement, vous venez de le dire, il faut que dans la shortlist, au moment du recrutement, il y ait des femmes. C'est-à-dire que si vous avez rencontré, disons, 10 candidats, sur ces 10 candidats, il y avait 4 femmes et 6 garçons, mais là, eh bien, manque de peau, vous en retenez que 3, mais les 3, c'était vraiment les garçons les meilleurs. Vous relancez une salve de recrutement pour trouver une fille, c'est ça l'idée? Oui, effectivement. On pousse le sujet jusque-là. Alors après, voilà, c'est toute la difficulté du sujet pour ne pas tomber dans un dogme, mais effectivement, il faut faire voilà. Une discrimination positive. On est obligé peut-être de le faire au début, en tout cas. En tout cas, au début, voilà, il faut poser les choses de cette façon-là. Et puis, on voit qu'on y arrive d'ailleurs, même si, du coup, on doit lutter contre les stéréotypes, parce que quand on aborde des postes de management, alors on entend parler d'équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc, il faut lutter contre ces sujets-là, parce que finalement, les hommes aussi ont une vie privée. Donc, pourquoi eux ne sont-ils pas aussi concernés par ces sujets-là? Donc, mais bon, c'est quand même un sujet. Et puis, il y a d'autres dispositifs qu'on a mis en place qui permettent aux femmes, justement, de réfléchir sur ce qui les freine elles-mêmes, d'ailleurs, parce que ce n'est pas que la structure, ce sont aussi les femmes elles-mêmes qui doivent réfléchir à ce qui fait que, parfois, elles n'osent pas postuler sur des jobs, elles se mettent leurs propres freins. Donc, on les aide par des opérations de mentoring, notamment, à réfléchir sur ces sujets-là. Et j'allais dire, quels que soient les niveaux de métiers sur lesquels elles sont. C'est-à-dire qu'on a innové en la matière, puisqu'on le fait bien évidemment pour les cadres dirigeantes, mais on le fait pour les cadres en général et pour les femmes aussi qui ne sont pas cadres et qui pourraient avoir envie de prendre des responsabilités. Donc voilà, on s'assure vraiment d'avoir une politique globale sur ce sujet-là. Alors, je voudrais terminer sur l'aspect métier du numérique, métier du web, parce qu'on a vraiment l'impression que Orange, effectivement, essaye de se positionner de plus en plus sur cet écosystème. Vous avez créé un think tank, l'Institut Orange. Stéphane Richard, donc le PDG de votre groupe, a lancé une nouvelle étape de Orange Fab, qui est un programme accélérateur pour les jeunes entreprises dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà. L'idée, c'est de passer effectivement d'opérateurs historiques à maintenant opérateurs vraiment de dernière génération dans les nouveaux métiers. Au niveau RH, du coup, j'imagine vous aussi, il y a de nouvelles fiches métiers sur des métiers du web peut-être? Alors, le digital est partout. Bon, je crois encore plus pour un opérateur et un acteur comme Orange. Le sujet d'Orange Fab, il vise aussi à s'ouvrir. Je crois que l'innovation, elle est clé pour un opérateur, on le voit bien. L'innovation, c'est évidemment nos équipes, nos propres équipes de recherche et de développement qui, tous les jours, font en sorte de réfléchir effectivement aux usages du futur, au réseau du futur, à ce qu'on va pouvoir proposer aux clients. Mais on voit bien, chez Orange comme ailleurs, que c'est de l'alliance entre la force qui est la nôtre et puis peut-être des initiatives plus légères, plus flexibles, plus agiles, développées par des startups ou des structures qui ne sont même pas encore des startups d'ailleurs, qui sont à l'état d'idée, que va naître effectivement l'innovation de demain. Donc Orange Fab, c'est ça, c'est l'idée d'une ouverture beaucoup plus importante encore qu'elle ne l'a été d'Orange à cet écosystème-là de l'innovation. Alors bien sûr, ça change aussi les choses en interne, parce que finalement, ça veut dire que on s'appuie sur nos propres forces, mais on va aussi puiser à l'extérieur les schémas de demain. Très bien, mais écoutez, ça sera le mot de la fin. Christine Hanoé, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine et je recevrai cette fois-ci David Sampou. On restera dans le secteur des télécommunications puisqu'il est le directeur des ressources humaines de Nextira One, qui est un leader européen des services de communication, tout ce qui concerne la communication de type voix, données et vidéo. À mardi prochain.